Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel atelier de lecture. Je le tourne à peu près 5 minutes après le précédent, donc c'est le même cadrage, la même tenue, tout ça, tout ça. Bref, de nouveau j'ai quelques livres à vous présenter et il n'y a pas un coup de gueule, mais il y a un très grand classique du young adulte que tout le monde a absolument adoré et que moi j'ai abandonné. Donc voilà, si ça vous agace, si ça vous énerve que j'abandonne des livres que vous aimez, eh bien j'ai plus rien, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on va pas en parler tout de suite, pour l'instant on va parler d'un contemporain que j'ai adoré. Bref, c'est parti. Le premier c'est donc Chanson de la ville silencieuse de Olivier Adam. Et de nouveau j'ai adoré ce livre. Donc dans ce livre on rencontre une jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment. Peut-être je l'ai écrit, attendez. Non, je ne sais plus. On rencontre une jeune fille qui doit avoir entre 25 et 30 ans je dirais. Et qui vit à Paris, tout ça. Mais on la rencontre, je crois qu'au début elle va soit en Espagne, soit au Portugal, je ne sais plus, l'une des deux, mais je crois que ça parle de Lisbonne, donc ça doit être au Portugal, enfin, Lisbonne est au Portugal, oui je sais, ça va, ça va. Bref, elle va dans un de ces deux pays-là, et en gros elle cherche son père. Son père était enfin, il a eu une grande carrière dans la musique, il a été très connu, très reconnu. Pour moi c'était très cool parce qu'on parle et on cite certains chanteurs qui ont réellement existé, qui existent encore aujourd'hui, pour certains sont pas morts encore. Bref, sont pas morts quoi. Et voilà, on parle de la chanson française et tout. Et donc voilà, son père, qui est un personnage fictif, était un grand nom de la chanson française. Il a eu un gros succès à une époque, il a fait beaucoup d'albums, beaucoup de chansons, les gens l'adorent et tout et tout. Et du jour au lendemain, il a disparu. Il a décidé de se reculer dans une espèce de village tout perdu, tout paumé, et il n'a plus donné signe de vie, même à sa fille. Et voilà, au fil des pages, on en apprend plus sur son enfance, comment elle a été élevée, sa mère, son père qui étaient séparés, ce qu'elle vivait au quotidien, comment elle a été éduquée, par qui elle a été élevée réellement. Et on apprend plus sur la carrière de son père, qu'est-ce qu'il a fait au cours de sa carrière, ses hauts, ses bas, ses chansons, son succès et son recul donc. Et donc là en fait elle cherche son père et en vrai le cœur du livre c'est que il y a une photo floue qui lui a été montrée et peut-être potentiellement sur cette photo c'est son père et donc elle veut le retrouver en fait. Alors elle sait qu'il a besoin d'être tout seul et d'être isolé, mais elle voudrait juste savoir s'il est mort ou pas en fait, parce qu'en gros elle ne le sait même pas. Et donc voilà, on va la suivre là-dedans et elle va revenir sur son passé, elle va nous raconter un peu sa vie, son enfance, son adolescence et tout. Et en fait je me suis fait la réflexion en lisant ce livre que normalement tout ça c'est des trucs que j'aime pas dans les contemporains. Vraiment cette espèce de flou, cette espèce d'histoire racontée pas dans l'ordre, cette espèce de va-et-vient, cette espèce de questionnement et de non-dit. Vraiment c'est des trucs que j'aime pas en littérature. Mais avec Olivier Adam, ça passe. Ça passe parce que c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit. Et tu sens qu'il y a des trucs qu'il te dit pas, mais s'il te dit pas maintenant, il va te les dire après. Et c'est pas le genre de roman dans lequel on insiste et on insiste encore et encore. Parce que ce qui me fatigue dans les secrets et dans les non-dits, surtout en contemporain, c'est quand l'auteur, l'autrice ou le personnage principal, féminin ou masculin, peu importe, passe son temps à te dire « Ah, ça je te le dis pas, mais je te le dirai pas. Ah, il y a ça, mais je te le dirai pas. Ah, ça j'en parle pas. Non, je peux pas en parler. Ça c'est un secret, ça je te le dis pas, ça je te le dis pas. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais ça je peux pas te le dire, je te le dis pas. C'est bon en fait, gars, on a compris. Arrête de me répéter encore et encore qu'il y a un truc que tu me dis pas. Me le dis pas, ne m'en parle pas. Mais arrête d'insister dessus. Moi ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Et à chaque fois je le dis, je sais, il y a des gens... Le fait qu'on insiste comme ça dessus, sur un secret, sur un non-dit, ça les motive à lire le livre et ça leur donne envie de savoir et donc d'aller au bout. Mais moi, à un certain stade, j'ai juste envie de dire au personnage, ta gueule, arrête de me gonfler avec le truc que tu dis pas, me le dis pas, mais raconte-moi autre chose. Arrête d'insister et de tourner en rond là-dessus, en mode, je te le dis pas, je te le dis pas, je te le dis pas, me le dis pas, c'est ok, d'accord, très bien, mais n'insiste pas dessus. Parle-moi d'autre chose, je sais pas, moi raconte-moi autre chose, au lieu d'insister là-dessus. Vraiment, c'est un truc qui me rend ouf. Et là, c'est pas le cas. Il y a des trucs qu'on te dit pas, mais l'auteur les survole une fois ou deux, et après, il va te les dire. Tu vois? Et donc ça me va. Ça, c'est ok. Et surtout, enfin, ce que j'aime dans ce livre, et chez Olivier Adam, c'est son écriture. J'adore la construction, l'écriture, je trouve ça génial. Bref, j'ai adoré ce livre. C'est pas le livre du siècle, c'est pas son plus connu non plus, mais franchement, j'ai adoré, c'était trop cool. Et j'avoue que me retrouver... à errer dans les rues de Lisbonne vers la fin du livre avec le personnage, c'est vraiment cool. Il y a quand même pas mal de retournements de situation, de révélations, et vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, j'ai adoré, c'était trop bien.
Alors comme ça, peut-être que résumé vend pas du rêve, mais franchement, si vous avez jamais lu de Olivier Adam, et ben lisez du Olivier Adam, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment, vraiment bien. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du classique young adulte qui a fait énormément de bruit, que tout le monde a lu, que tout le monde a adoré, et que moi, à peu près 6 ans plus tard, je me décide à lire, et ça le fait pas. Voilà, donc comme à chaque fois, je le dis et je le répète, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion, et en plus, c'est même pas un coup de gueule, c'est-à-dire que je me suis même pas énervée après ce livre-là ou après le personnage principal. Je comprends qu'on puisse aimer ce livre, mais juste, moi, j'ai pas vu l'intérêt de le lire, donc j'ai arrêté de le lire. Bref, trêve de suspense, j'ai lu, enfin tenté de lire, Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Alors avant tout, j'ai quand même été assez long parce que j'ai lu 187 pages, donc j'ai quand même fait un effort, tu vois. Mais bon, on va commencer par le début et par le pourquoi du comment je l'ai acheté, le pourquoi du comment je l'ai lu, tout ça, tout ça. Il n'était pas dans ma palle ni de février parce que il fait beaucoup plus de 300 pages, tu vois. Et je l'ai pas mis dans ma palle de mars-avril parce qu'au moment où j'ai préparé ma palle de mars-avril, je n'avais pas encore acheté ce livre. Et puis ensuite, je l'ai acheté. En fait, je me suis enfin décidée à l'acheter, donc je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Et ah oui, il y a un truc qu'il faut que je vous dise sur ce livre, vraiment ça me déprime. Bref, donc je l'ai acheté et en fait j'allais le ranger dans ma palle et je me suis dit, j'ai littéralement mis 6 ans à acheter ce bouquin, si je le range dans ma palle, il va encore y rester 6 ans. Donc je l'ai sorti, je ne l'ai pas rangé, je l'ai laissé sur ma table basse traîner pendant plusieurs jours et ensuite je me suis décidée à l'ouvrir et à le lire. Et ça n'en a pas fait. Alors, avant de résumer le livre, je vais revenir sur ce qui m'agace dans ce livre-là. Vraiment, toutes les pages qui vont défiler devant vos yeux maintenant sont entièrement blanches. C'est parti. Sérieusement, il doit y avoir une trentaine de pages blanches à la fin de ce livre. À quoi ça sert? Pourquoi vous gâchez du papier comme ça? Non, vraiment, je m'adresse à la maison d'édition là. À quoi sert cette trentaine de pages? Je vous mens pas, elles sont totalement blanches. Il n'y a rien dessus. Pourquoi mettre une trentaine de pages blanches à la fin d'un bouquin? Quel est l'intérêt? Gâcher du papier? Wouh, super. Bref. Donc, dans ce livre, on va rencontrer, comment elle s'appelle? Sophie. Voilà. On rencontre Sophie qui a une particularité depuis ses 5 ans. Bon, je vous le dis parce que ça doit être dit dans le résumé et en vrai on l'apprend dans les 3-4 premières pages donc c'est pas un spoil. Elle peut lire, enfin c'est même pas qu'elle peut lire dans les pensées des gens, c'est que qu'elle le veuille ou non, elle entend les pensées de toutes les personnes qui sont autour d'elle constamment. Voilà, c'est comme ça. Et donc au début du livre, elle est en sortie scolaire avec sa classe. Donc elle est très très intelligente, donc elle est en... Je crois qu'elle est en terminale ou un truc comme ça alors qu'elle a genre 12-13 ans. Vraiment, elle est hyper en avance. Et donc elle est en sortie scolaire au musée d'histoire naturelle, je crois, un truc comme ça, avec sa classe. Et elle va rencontrer un jeune garçon. Et par une situation un peu bizarre, ce jeune garçon va se rendre compte qu'elle lit dans les pensées des gens, qu'elle entend les pensées des gens. Et à partir de là, il va lui dire, t'es pas vraiment humaine, vas-y viens, je t'emmène dans ton monde, dans mon monde qui est aussi ton monde en fait. C'est là d'où tu viens, viens. Et donc, elle le suit là-bas, et ensuite elle va rencontrer d'autres gens là-bas, découvrir d'où elle vient, de quelle race elle est réellement, parce qu'elle n'est pas vraiment humaine. Et voilà, puis elle va aller à l'école là-bas et tout. Alors il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce livre. Premièrement, enfin je suis désolée, mais je l'ai déjà dit pour d'autres livres young adult comme ça, mais à quelle heure tu rencontres un total inconnu dans un musée alors que c'est totalement pas prévu? Il te dit viens avec moi, je t'emmène dans mon monde et tu le suis. Non mais enfin je veux dire à un moment donné, what the fuck en fait. Bref, et après, une fois qu'elle est là-bas, elle va les écouter en fait. On lui dit de faire ça, elle fait ça, on lui dit de faire ci, elle fait ci, on lui dit d'aller là-bas, elle va là-bas, on lui dit de revenir, elle revient, on lui dit de pas faire ça, elle fait pas ça. C'est pas une marionnette en fait. Eh bah si, en fait notre personnage principal est littéralement une marionnette, elle se laisse faire, elle se laisse guider, c'est un truc de fou, vraiment. Mais bon, ça c'est, à la limite ça passe bien, parce que dit comme ça et avec le recul, je me rends compte que c'est un peu bizarre qu'elle réagisse comme ça, mais quand tu lis le livre, ça passe. Tu comprends qu'elle fasse ça et tu comprends qu'elle soit ok avec tout ça, mais avec le recul c'est quand même pas dingue. Et ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est que Sophie est surdouée. Sophie est géniale, Sophie est hyper intelligente, Sophie est la meilleure dans tous les domaines, Sophie sait tout sur tout, Sophie est parfaite, Sophie a des dons inimaginables. C'est bon en fait. Enfin je veux dire, ça suffit maintenant, stop.
Ce personnage est surdoué en tout. Elle est géniale en tout. Elle sait tout faire. Elle a un don inimaginable pour absolument tout. Elle sait faire des trucs que personne d'autre ne sait faire depuis qu'elle a 5 ans. Enfin, je veux dire, c'est bon en fait. Faut arrêter de me prendre pour une conne. Ça suffit maintenant. Vraiment. Et ce qui m'a rendu folle, c'est que... alors, premièrement, ce livre a été beaucoup comparé à Harry Potter. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça leur a rappelé Harry Potter. Bon, j'ai pas trop vu en quoi ça rappelle Harry Potter. Mais bon, passons. Et ensuite, du coup, vu que j'avais quand même cette comparaison dans un coin de ma tête, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup entendu sur cette saga, pour prendre l'exemple d'Harry Potter, du coup, Harry Potter n'est pas surdoué en tout dans le tome 1. Harry Potter ne sait pas tout faire de manière innée dans le tome 1. Et encore, enfin, même s'il y a des trucs qu'il sait faire, par exemple comme parler une fourche langue, il n'est pas le seul sorcier au monde à savoir faire ça. Vous voyez ? Vraiment, ça me rend folle en fait. Elle sait tout faire. Elle est voilà, de manière innée. La meuf est hyper intello, au-dessus de tout le monde. Elle est parfaite, elle est géniale. Oh, vraiment, ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé. Et au-delà de ça, déjà au bout de 120 pages, j'étais déjà en mode bon, ça me plaît pas des masses, mais on va continuer. Vous voyez ? Et en fait, j'ai attendu le moment où elle allait intégrer l'école pour apprendre des trucs. Et elle allait avoir des professeurs et des cours. Et en fait, moi je voulais avoir ces cours-là, je voulais être avec elle en cours pour qu'on m'apprenne des choses à moi aussi, pour découvrir l'univers, pour en apprendre plus, en savoir plus. Sauf que, petit 1, elle sait déjà tout sur tout, donc bah, en vrai elle n'a pas besoin d'aller en cours. Et petit 2, toutes les scènes de classe sont sautées. C'est-à-dire que t'as la phrase de elle rentre en classe, elle va là-bas, et la ligne d'après, elle ressort et puis elle va déjeuner. Mais putain, moi ce qui m'intéresse, c'est littéralement ce qui se passe pendant ce cours-là, en fait. Et on n'a pas. Et vraiment, ça m'a saoulée. Je n'ai pas vu l'intérêt du truc. Voilà, je n'ai pas accroché, je n'ai pas aimé. Et j'aurais pu continuer. Malgré tout ça, j'aurais pu continuer. Mais d'après ce que j'ai compris, plus les gens qui ont adoré le tome 1 avancent dans la saga, et moins ils aiment les tomes. Plus ils trouvent ça long, plus ils trouvent ça lent, et moins ils trouvent ça bien. Donc je me suis dit, si des gens qui ont absolument surkiffé le tome 1 se lassent au bout du 4e, 5e, 6e tome, moi j'en ai déjà un peu marre à même pas la moitié du tome 1, ça vaut peut-être pas le coup que je continue en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être m'arrêter là. Donc voilà, je ne comprends pas l'engouement pour cette saga, et voilà, je comprends pas. Voilà, Sophie, en plus, elle a l'air très cool comme personnage, hein. Elle me dérange pas, elle m'énerve pas, mais ce côté génie et surfemme, vraiment... En fait, c'est pas crédible, ça me paraît pas crédible. C'est un peu comme si Harry Potter, pour en revenir à lui, parce que je sais que c'est un truc qui va parler à beaucoup de monde, mais c'est un peu comme si Harry Potter, avant même de mettre le premier pied dans Poudlard, savait utiliser sa baguette, savait parler une fourche langue, savait maîtriser tous les sorts possibles et imaginables, savait voler sur un balai. Genre, il a pas besoin d'y aller, mais bon, il va y aller quand même. Mais quel est l'intérêt en fait? Enfin, je sais pas, c'est. Même Hermione, qui est hyper douée et qui est le genre de fille insupportable, qui sait tout sur tout en cours, c'est pas un génie inné, tu vois. Elle c'est un génie inné. La meuf est surdouée en tout, parfaite. Bah, moi, ça me saoule. Voilà. J'ai pas envie de suivre un personnage comme ça, et vraiment, je n'ai pas aimé ce début de livre, donc je n'ai pas aimé. Voilà. Il y avait quand même une musique, si jamais ça vous intéresse, qui était Garden. Oui, je me suis dit que la musique s'appelait Garden pour Gardien des Cités Perdues. Même si Garden, ça veut pas du tout dire gardien, je sais, mais je trouvais ça fun. Bref, de Dolipa. Ensuite, j'ai quand même fini ma palle de février, donc j'ai lu Cœur poivré, le tome 6,5, Des filles au chocolat, de Cathy Cassidy, et clairement, c'est le tome que j'ai le moins aimé de toute la saga, même avec les tomes supplémentaires et tout, les tomes globaux et tout. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce livre-là. On va, en fait, dans chacun des tomes de la saga, donc Des filles au chocolat, on suit une fille en personnage principal, et dans chacun des petits tomes en plus, comme ça, c'est un garçon qui est le personnage principal. Donc ici, on suit Jamie, qui est le petit ami d'une des filles. Et en fait, c'est une relation à distance parce que la fille en question vit à Tanglewood, je crois que c'est comme ça, donc le petit village et sa petite maison avec son école et tout. Et lui, il vit à Londres, si je dis pas de bêtises. Et en fait, là, on aborde un sujet que je n'aime pas en littérature, que je n'aime pas dans la vraie vie et que je ne supporte pas de lire, à savoir la tromperie. Et en fait, ce qui me dérange fondamentalement, c'est qu'on est avec des gamins de 12-13 ans et que le gars t'explique en long, en large et en travers qu'il trompe sa copine, mais qu'il l'aime. Sérieusement? Vraiment? On va faire lire ça à des gamins de 12 ans? Mais non, mais à quelle heure en fait? Enfin, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, vraiment, ce qui m'a rendu folle dans ce livre-là, c'est que le gars
t'explique qu'il préfère la tromper pendant des semaines et des mois sans rompre avec elle, plutôt que de rompre avec elle par texto ou par téléphone. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, si je suis dans cette situation-là un jour, je préfère que le gars me largue, même avec un texto, un message vocal, un message sur Facebook, ce qu'il veut, plutôt qu'il me trompe pendant des mois jusqu'à ce qu'il me voie pour me dire bah en fait je te quitte. Perso, je préfère la première option. Je sais pas, peut-être que je suis la seule personne au monde dans ce cas-là, mais je préfère qu'on me dise les choses plutôt que pendant des mois on me trahisse et on me la mette à l'envers littéralement pour au bout du compte venir me voir ou que moi j'aille le voir, pire, moi je fasse ce trajet pour que lui il me dise bah en fait je te quitte. En quoi c'est mieux en fait? Vraiment je comprends pas. Donc voilà, ce livre-là pour moi n'est pas hyper ouf. Clairement j'aurais dû me passer de cette lecture parce que franchement j'ai pas du tout aimé. Voilà. Globalement la saga est très cool, je vous conseille la saga, c'est très bien, j'ai adoré la saga. Mais ce livre-là en particulier, pour moi c'est pas la peine de lire. Bref, j'écoute Chasing the Sun de Hilary Duff pour cette saga et du coup bah j'ai terminé cette saga puisque j'ai lu tous les tomes et tous les tomes en plus, donc voilà, c'est fini. On va finir avec un échec en vrai et on va finir avec ce qui illustre pour moi la raison pour laquelle j'abandonne des livres. Parce que oui, le livre que je vais vous montrer, je l'ai abandonné. Se le dire enfin, d'Agnès Ledig. Agnès Ledig est une autrice que j'adore, j'ai absolument adoré tous ses livres, Part avec lui, de ses nouvelles, Dans les moments des feuilles qui dansent, enfin vraiment j'ai adoré tous ses livres qu'elle a écrits, j'ai pas Marie d'en haut, je les ai pas tous cités, il y en a d'autres, mais vraiment j'ai adoré chacun de ses livres, j'adore sa plume, j'adore sa construction, j'adore ses personnages, j'adore les thèmes qu'elle aborde, vraiment j'aime tout chez Agnès Ledig, et ce livre-là, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, plutôt que de m'acharner à lire un livre d'une autrice que j'adore et finir par la détester, parce que je me suis obligée à lire ce livre-là, je me suis dit, ben non, je vais juste pas le lire, c'est pas grave, j'aime pas celui-là, ça ne fait pas celui-là avec moi, mais c'est pas grave, je le lis pas et j'en lirai d'autres quand elle en écrira d'autres. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'abandonne un livre, parce que si je vais au bout d'un livre que j'aime pas, plus jamais je ne lirai de livre de cet auteur ou de cette autrice, je le sais, alors que si j'abandonne un livre, je pourrais lire un autre livre de l'auteur ou de l'autrice. C'est comme ça. Mais ici, en gros, ici, ça centralise un peu tout ce que j'aime pas en contemporain. Et en plus, on y rajoute une dimension presque philosophique et de légende et de croyances auxquelles je ne crois pas. Donc ça fait beaucoup de choses pour moi et je n'aime pas du tout. En gros, on va y rencontrer un homme qui s'appelle Édouard. Édouard, il était en vacances avec sa femme et tout et tout. Et ils sont sur le départ, ils ont fait leur valise, ils sont prêts à prendre le train pour rentrer à Paris, je crois, et reprendre le travail et tout, parce que les vacances sont finies. Sauf que Édouard décide de fuir et de suivre une autrice, elle doit avoir genre 75 ans vraiment, voilà, il dit bah non, j'ai pas envie de rentrer, et il se barre. Donc il fuit sa femme, il fuit ses problèmes, il fuit son métier, et il va se réfugier dans la forêt de Brocéliande. Alors, tout comme la tromperie, la fuite, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un souci, si tu as des questions, si tu as besoin de temps, très bien. Si tu veux partir et t'éloigner de ta femme, très bien. Mais parle-lui avant, en fait. Enfin, dis-lui. Te barre pas juste comme ça, en fuyant et sans rien lui expliquer. Enfin, je sais pas, t'es marié avec elle, tu lui as littéralement promis de rester avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Si jamais t'as besoin d'une petite pause dans la relation, c'est ok. Mais parle-lui en fait, c'est ta femme. Enfin bref, ça me rend ouf, vraiment. Et donc voilà, il va se réfugier dans la forêt de Brocéliande. Et donc c'est là qu'intervient toute la partie croyances, légendes locales, blablabla, qui sont des choses auxquelles je ne crois absolument pas. Et on a aussi, et c'est pas le cas dans tous les autres Agnès Ledig, on a ces espèces de métaphores à chier. Mais vraiment, je trouve ça à chier. Les métaphores sont nullissimes. On a cette espèce de philosophie de comptoir que je trouve nulle, vraiment je suis dégoûtée, je trouve ça nul, et pire que tout, je ne retrouve pas l'écriture et la construction d'Agnès Ledig. Ce que j'aime dans tous les autres Agnès Ledig, c'est la construction de ses personnages que je trouve géniaux, c'est les dialogues qu'elle écrit qui sont tellement géniaux, vraiment, tellement géniaux, pardon, mais là c'est pas le cas du tout. Là c'est plat, c'est mou, on part d'un point de départ que je n'aime pas, on y ajoute des légendes auxquelles je ne crois pas, on y ajoute de l'espèce de philosophie de comptoir que je trouve nulle, et tous les questionnements en fait. Et on a un secret aussi, c'est-à-dire que Édouard, j'ai dit qu'il s'appelait Édouard, oui, Édouard a reçu une espèce de lettre, un truc apparemment important pour lui, et c'est ça la raison de sa fuite.
mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a écrit dans cette lettre, on ne sait pas c'est quoi le souci, on ne sait pas c'est quoi le problème. Donc on le suit dans ces questionnements qu'on ne comprend pas parce qu'il ne nous a rien expliqué. Et à ça, on rajoute un secret, des non-dits, une légende, enfin... Voilà, bref. Du coup, j'ai pas du tout aimé ce livre. Je voulais vraiment le lire, mais c'est pas grave, hein, en fait. Voilà, c'est juste un Agnès Ludic que je n'aime pas. Et donc, je ne lis pas. Je vais continuer à lire du Agnès Ludic quand même. J'espère que elle écrira pas d'autres romans comme celui-ci, parce qu'à moi, ça me convient pas. Mais si ça vous convient à vous, lisez celui dire enfant d'Agnès Ludic. Enfin, je veux dire, chacun ses goûts. Voilà. Moi, ça me plaît pas. Si vous, vous aimez, et ben foncez. Voilà. Normalement, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur chacun de ces livres. En tout cas, j'espère, parce que ça fait quand même un moment que je parle. J'espère que cette belle lecture vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.